associative et vie locale, c'est avec Isabelle dans Ça vient du cœur sur Happiness. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Happiness et dans l'émission Ça vient du cœur, votre rendez-vous hebdomadaire dédié aux initiatives solidaires et aux belles énergies locales. Je suis Isa et chaque semaine je pars à la rencontre des associations de l'Oise et de la Somme qui œuvrent pour améliorer le quotidien, tendre la main et créer du lien. Au programme des témoignages, des rencontres inspirantes, des projets portés par des bénévoles passionnés et engagés, parce que derrière chaque action, il y a une histoire, un visage, une envie de changer les choses. Alors, ouvrez grand vos oreilles et surtout vos cœurs. C'est parti pour Ça vient du cœur, l'émission qui met à l'honneur la solidarité locale. Et comme tous les mercredis, je suis accompagnée à la technique par Maxime. Bonjour Isa. Bonjour Maxime, ça va ? Ça va très bien et toi ? Ça va bien. Aujourd'hui, on va aborder un sujet pas très facile. Non, pas très facile. Un sujet qui te tient à cœur, je pense. J'aime beaucoup les enfants. Voilà, donc on va parler des enfants. On a un invité autour de la table et on reçoit qui cette semaine ? Cette semaine, on reçoit Manuel qui vient nous parler de l'association AVI. C'est comme ça qu'on dit, AVI ? Action contre les violences infantiles, donc qui a pour but de promouvoir les droits du jeune enfant et de défendre ses intérêts, de lutter contre toute forme de violence à son encontre. Bonjour Manuel. Bonjour Isabelle. Bienvenue dans Ça vient du cœur. Merci. Et merci d'avoir accepté de venir témoigner et de partager toute ton expérience et puis de nous parler de l'association AVI. J'aime bien qu'on débute pour que les auditeurs sachent un petit peu à qui ils ont affaire. J'aime bien que l'invité se présente. Donc, si tu veux nous parler de ton parcours personnel, professionnel, et puis forcément, qu'est-ce qui t'a amené à cette association ? On t'écoute. Alors, merci beaucoup pour l'invitation. Donc, moi, c'est Emmanuel. Je suis un quarantenaire, papa de 3 enfants. Dans la vie professionnelle, je travaille dans l'informatique, plus informatique médicale et aujourd'hui bancaire. Et de mon expérience, il y a 7 ans, j'ai eu à vivre un événement qui a bouleversé notre vie. J'ai mon fils Raphaël, le petit dernier, qui a été victime de ce qu'on appelle le syndrome du bébé secoué. Et de là, on a découvert quelque chose qu'on ne connaissait pas. Et on a eu un parcours de vie assez chargé parce que c'est quelque chose qui interrompt la vie. Et on a eu une première hospitalisation très longue, très compliquée. Le pronostic vital de Raphaël était engagé. Et il a fallu attendre 2 semaines pour qu'on envisage déjà que ça se calme. Et la première hospitalisation a duré à peu près 2 mois. D'accord. Voilà. Donc, lors de cette hospitalisation, ce qui a été un peu compliqué pour nous, c'est que on découvre que notre enfant a été... alors, déjà, il n'est pas dans un état bien, son pronostic est engagé, et on va découvrir avec le temps que ce qui lui arrive, c'est pas une maladie, c'est un acte de maltraitance volontaire. Et du coup... Parce qu'au début, tu ne le sais pas, ça, alors, en fait. Non, je ne sais pas. Pour moi, il a fait un arrêt cardio-respiratoire. Lorsque j'en parle à des amis, ils me disent, qui sont médecins, ils me disent c'est peut-être une mort subite récupérée. Et puis, on arrive à l'hôpital, il se passe un nombre important d'examens, et on mettra peut-être 2 jours à entendre le mot prononcé. Et du coup, dès qu'on entend bébé secoué, alors moi, je sais pas trop ce que c'est. Enfin, je pense savoir ce que c'est parce que on se fait toujours une idée du geste. On comprend que c'est secouer le bébé, vulgairement. Par contre, j'ai pas le geste en tête. Et ma femme, elle a vu des reportages, donc elle comprend tout de suite. Ce qui est arrivé. Moi, ce qui est arrivé, la gravité. Et surtout, les chemins possibles qui sont derrière ce geste, en fait. Donc, Raphaël va mettre 15 jours en réanimation.
il va subir des interventions. Il avait quel âge ? 5 mois. Il avait 5 mois, il faisait à peu près 7 kilos. Et donc, lors de cette hospitalisation, on va découvrir un peu l'étendue des dégâts, donc les lésions provoquées sur le cerveau, des hémorragies rétiniennes, des hémorragies au niveau cérébral, et derrière le fait qu'il a des difficultés à se nourrir, à voir, à communiquer avec nous. Et donc, quand il réouvre les yeux pour la première fois, on a l'impression d'avoir un bébé qui ressemble physiquement à notre enfant. Mais c'est plus le même. Donc, pendant cette hospitalisation, on est aussi en découverte de ce qu'est la maltraitance. Et quand il y a de la maltraitance, il y a un signalement qui est fait. Donc, une fois qu'on a écarté toutes les maladies qui peuvent arriver, on se retrouve avec un signalement qui est fait au procureur de la République et une enquête. Mmh. Donc, dans cette enquête, toutes les personnes qui ont gravité autour de Raphaël vont être considérées suspectes. Et donc, en parallèle de la prise en charge médicale, il y a un début d'une procédure judiciaire qui commence. Et donc, il faut... voilà. Il faut faire face. Il faut faire face. Il faut rester calme. Ça fait partie des choses qui sont un peu difficiles à comprendre et à accepter. Et je crois qu'on aura compris, en fait. Parce que on a toujours du mal à un peu accepter ce qu'on nous dit. On espère toujours que ce soit une maladie. Hein. Donc dès qu'on nous propose un examen, allons-y. Peut-être qu'on va nous trouver une maladie. Et c'est pas que c'est mieux, mais ça permet de ne pas alourdir en fait la chose. Et on se rend compte que on a beau chercher, on ne trouve pas d'explication médicale. Parce que la maladie, c'est un peu la fatalité, alors que l'acte de violence... Elle est volontaire. Et puis il est volontaire et peut être évité, forcément. Et elle peut être évitée. Et du coup, on nous montre l'imagerie du cerveau de Raphaël. Et ça laisse sans voix, en fait, parce que quand on nous explique que on nous montre ce que est censé être un bébé normal, et quand on voit l'état du cerveau avec ses poches de sang, voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez compliqué, et dans ce contexte aussi, les équipes médicales font certainement de leur mieux, mais il y a de la défiance à notre égard, et donc le dialogue avec les équipes médicales sur des sujets qui sont sensibles, parce qu'on parle aussi de est-ce qu'il faut continuer ou pas les soins. On parle de ça, en fait. Donc, est-ce qu'il faut ou pas poursuivre les soins ? Et ça reste très compliqué, en fait. Donc, il faut réussir à retrouver un peu de sérénité pour prendre des décisions qui vont être les... Alors, c'est pas les meilleures, mais c'est les moins pires pour Raphaël. Même s'il faut envisager à un moment donné de dire il faut le laisser partir. Voilà. Donc on évoque tous ces sujets, les trajectoires de vie, comment on peut l'aider. Et avec mon épouse, là où on était d'accord, et ce qu'on expliquait aussi à l'équipe médicale, c'est que on ne voulait pas que Raphaël soit un cobaye de la médecine. Et au vu de son état, il y avait de fortes craintes qu'on soit contraint de faire des opérations très invasives tous les ans. Et voilà, donc on essayait de accompagner de l'équipe, de voir à chaque fois qu'est-ce qui pourrait faire que ça irait bien et qu'est-ce qui pourrait faire que il y a des vrais dangers. Et toujours en mettant Raphaël au-dessus de tout. C'est pas ce qui me ferait plaisir, ni à ma femme. C'est qu'est-ce qui, finalement, serait le plus acceptable pour Raphaël. Parce que, voilà, une des premières questions qu'on s'est posées, c'est qu'est-ce qu'il va devenir ?
quand on pourra plus s'occuper de lui. Mmh. Voilà, donc il ne faut pas être égoïste, il faut aussi penser à lui en premier recours. Donc cette première hospitalisation elle a été longue, parce qu'il fallait qu'il récupère. Et pour pouvoir sortir de l'hôpital, on a dû passer devant une procédure qu'on appelle le juge pour enfants, pour savoir si on pouvait ou pas repartir avec notre enfant à la maison. L'état de Raphaël étant tellement critique, ils n'avaient pas forcément de structure adaptée, donc on est reparti avec Raphaël à la maison. Et on avait une vie où les médecins, enfin les infirmières, des soignants passaient plusieurs fois par jour, et on voyait régulièrement le médecin pour les suivis. Donc globalement, on voyait 3 professionnels par jour À la maison. À la maison où on se déplaçait avec lui. l'hôpital. Voilà. Donc il a fallu expliquer à son grand frère et sa grande sœur que il rentrait avec nous, qu'il avait une sonde désormais dans le nez parce qu'il était plus capable de manger, que il souriait pas, qu'il souriait plus, que du coup qu'au niveau contact visuel, on n'a jamais réellement réussi à le rétablir depuis. Et puis il a fallu apprendre aussi à découvrir ce qu'étaient alors les handicaps de Raphaël. C'est pas il y a autant d'handicaps que de personnes quasiment, donc il a fallu s'adapter aux besoins et à la trajectoire de vie de Raphaël. Mmh. Est-ce que vous avez été du coup soutenu à l'hôpital ? Est-ce qu'il y a eu des choses qui ont été mises en place justement pour vous aider ? Parce qu'après, tu vas nous parler de l'association forcément, mais est-ce que ça a été tout de suite ou est-ce que vous êtes senti vraiment seul et face à ça ? Ce qui est compliqué, c'est le regard des professionnels de santé. Au départ, on arrive et sur le moment, on a beaucoup de mal à le vivre. Aujourd'hui, je comprends aussi pourquoi ils agissaient comme ça, mais ils ne nous regardaient jamais dans les yeux. Et ils étaient toujours c'était toujours très distant. Quand on parlait de Raphaël, ils ne regardaient que Raphaël. On avait besoin de comprendre, on avait beaucoup de questions et on avait vraiment l'impression d'être sur le strict nécessaire. Ce qui nous a fait énormément de bien, c'est qu'on avait un ami chirurgien qui nous a aidés à évoquer les sujets, tous les sujets, et les comprendre. Et ça a été d'un soutien sans faille, et on a eu une mise en place de psychologues qui nous aidaient à évacuer un peu, et ça a été le soutien qu'on a eu. Donc des ressources proches et le suivi par les psys en fait. Merci Manuel, on va faire une petite pause si tu veux bien. Pas de souci. Première pause musicale. Nous sommes de retour dans l'émission Ça vient du cœur et aujourd'hui je reçois Manuel qui vient nous parler de AVI, Action contre les violences infantiles, une association qui a pour but de promouvoir les droits du jeune enfant. Manuel nous a partagé son expérience et puis je pense que maintenant on va parler de l'association en elle-même et puis nous dire déjà comment tu as connu cette association. Alors, du coup, c'est lié fortement à l'histoire de Raphaël. Globalement, on découvre un sujet et on peut... je pense qu'on a besoin à un moment donné de se reconstruire. Et moi, dans ma phase de reconstruction, j'ai besoin que ce qui est arrivé à Raphaël n'arrive pas aux autres. Donc, je sais que je ne peux pas changer le passé pour mon fils. On peut juste essayer de faire en sorte que le monde soit un peu meilleur pour les autres bébés. Et on parle... donc avec Avi, on est sur une association qui se focalise sur les 0-3 ans, qui sont souvent les grands oubliés de toutes les politiques. On commence généralement à partir de 3 ans, mais un peu avant, on oublie que c'est un citoyen comme un autre. Alors, on le considère comme un bébé, tout ça, mais... c'est un être humain. C'est un être humain qui a des droits et qui a les mêmes droits que n'importe quelle personne. Donc, à vie, comment ça se passe ? Et moi, globalement,
dès la première hospitalisation, je m'intéresse tout de suite un peu aux associations parce que j'ai besoin de comprendre. Alors c'est peut-être un vœu pieux, dire je comprendre pour peut-être plus être en maîtrise et essayer d'anticiper ce qui peut arriver à Raphaël. On va rencontrer d'autres familles. Et on constate que globalement, la prévention qui est mise en place actuellement, elle tourne toujours autour du même focus. Et on est un peu dans une approche un peu scientifique, mais on a une prévention qui est en place. Les cas de bébés secoués augmentent. C'est que ce qui est fait ne fonctionne pas. Évidemment. Voilà. Constat où nous, on est parti comme ça, et du coup, on a commencé à se regrouper. Donc, sur l'association, j'ai rencontré du coup Sylvie, avocate spécialisée en droit en dommages corporels et qui est spécialisée sur le bébé secoué, qui était une ancienne connaissance de la fac. Et elle m'a mise en relation avec la présidente qui a perdu son fils. Donc, parce que voilà, le papa a secoué le bébé à mort. Et de cette histoire, en fait, on a regardé comment changer un peu la prévention. Et la première chose, c'est d'essayer de chasser les idées reçues. Donc, ça a pris un peu de temps. Et donc, on a fondé officiellement l'association il y a 3 ans. Et une des premières actions qui a été menée, ça a été d'organiser 1 an après une grande journée de réflexion qui mettait autour de la table, on va dire, tous les différents intervenants qui gravitaient autour de cette thématique. Donc on pouvait retrouver donc des neuropédiatres qui... C'était en 2024, ça. En 2024, oui. À Nice. À Nice, exactement. Donc lors de ce colloque, on avait la chance d'avoir des gendarmes qui pouvaient suivre les affaires, le volet un peu justice. On avait le fonds de garantie qui intervient après. On avait des représentants du monde hospitalier où c'est pendant les premières phases. Et on avait aussi des intervenants qui s'occupent aussi du qu'est-ce qui se passe après. Voilà, donc au cours de cette journée, ça a permis de poser un peu les bases pour comprendre qui étaient les auteurs, quels sont les leviers de passage à l'acte. Et cette journée, c'est aussi pour nous l'idée, c'est de faire collaborer un peu toutes ces personnes-là et qu'on puisse aussi réutiliser lorsqu'on va intervenir auprès de professionnels de santé, que ça soit au sein d'un établissement de santé ou dans une PMI. On peut intervenir un peu sur tous les sujets. Et globalement, c'est comment on aide les équipes à parler mieux d'un sujet qui fait peur. Aujourd'hui, c'est un sujet un peu tabou. On parle rarement du bébé secoué parce qu'on a l'impression d'accuser un peu les gens. Et on devrait pouvoir en parler comme on parle de la mort subite du nourrisson. C'est quelque chose qui peut arriver. On est sur des chiffres qui sont des estimations, aux alentours de 500 bébés qui seraient secoués. Alors, ces cas-là, c'est souvent des bébés qu'on ramène à l'hôpital. Il faut savoir que généralement, un bébé qui a été secoué, il a été dans plus de 50% des cas, il aura été secoué plusieurs fois. Et il y a des secouements, donc après, un secouement peut suffire. Donc on a des histoires malheureusement où un acte de secouement a provoqué la mort. Donc un seul secouement peut suffire. Mais on a aussi des histoires, et c'est le cas dans la mienne, où on a plusieurs secouements à des dates différentes. Donc, du coup, on peut constater avec un peu les symptômes, le bébé on dit vulgairement qu'il ressemble à une poupée de chiffon. Il est blanc, il perd un peu de tonus, il a les yeux qui sont un peu qui tombent. Globalement, les 500, c'est certainement très sous-évalué par rapport au nombre de bébés secoués
qu'on pourrait compter. Ce qui est aussi rassurant, c'est qu'il y a quand même pas mal de naissances et que c'est quand même ça reste quand même une violence qui est très très grave. Parce que les séquelles elles sont terribles. Je veux dire, un enfant qui est secoué, 1 sur 5 va mourir. Et sur les 4 survivants, 3 sur 4 vont présenter des séquelles. Et de temps en temps, des séquelles très lourdes. Donc on parle de cécité, on parle de l'impossibilité d'établir un dialogue, on parle de troubles autistiques, on parle de crise d'épilepsie, on parle de problèmes de motricité, enfin voilà, il y a beaucoup de séquelles derrière. Et c'est important que les gens comprennent un peu quelles sont les conséquences de ce geste. Nous, l'objectif au niveau de la prévention, c'est alors déjà de resituer un peu le discours. Ce que nous avons tendance à rappeler, c'est qu'un enfant est secoué, non pas parce qu'il pleure plus que les autres bébés, mais parce qu'il est dans les bras d'un adulte plus violent que les autres. Oui, souvent on pense justement c'est parce que le bébé il pleure qu'on s'énerve et voilà, et c'est pas ça en fait. C'est quelque chose, on part toujours un peu du principe, on essaye de comprendre les leviers ou pourquoi, qu'est-ce qui pourrait faire que. Et si on regarde un peu chacun son expérience, on a toujours des moments où la parentalité, c'est des enjeux qui sont difficile. Je connais pas des parents qui peuvent me dire nous les enfants, nickel, on n'a jamais eu zéro problème. Ça n'existe pas. Voilà, ça n'existe pas. Il y a vraiment des grosses difficultés à appréhender. On apprend à devenir parent. Enfin voilà, on n'est pas parent, on apprend et on apprend tous les jours. Et on améliore notre pratique un peu au quotidien, au contact des enfants. Et sur cette. Il n'y a pas de recette miracle, de toute façon. Non, il n'y a pas de recette miracle. Sinon il y aurait quelqu'un qui l'aurait. C'est ça. Voilà. Donc on apprend et on fait aussi avec ce qu'on a appris. Donc nous, on aime bien parler d'outils, en fait. Donc, et ce qu'il faut, c'est outiller les parents pour savoir comment agir. Quand un enfant ne va pas bien, on fait bien des petites formations pour les gestes de premier secours. Donc ça ne va pas faire de nous des sauveteurs. Non. Mais ça peut nous sensibiliser à dire voilà comment je pourrais faire pour aider. Et là, les outils, c'est aussi comment moi je peux faire pour m'aider moi-même. Donc, si j'ai des problèmes de violence, voilà, c'est comprendre où est-ce que j'en suis au niveau de ma violence et comment je peux gérer pour redescendre en fait. Voilà. Donc moi, je sais que je vais aimer aller prendre un petit peu l'air, me balader, la nature. C'est quelque chose qui me fait du bien. Après, à chacun de trouver son petit... Voilà. Exactement, faire du sport, aller courir, enfin, fumer une clope. Peu importe. À chacun de trouver son exutoire, exactement. Voilà. Bien. Quels sont, donc, à part la prévention, est-ce qu'il y a d'autres choses que vous mettez en avant au niveau de l'association ? Alors, nous, on fait aussi des soirées de prévention, et c'est un format qui fonctionne assez bien. On a eu la chance d'avoir Anne Pamolski qui avait fait un documentaire qui s'appelait Bébé secoué, la violence inavouable, qui était passé sur Public Sénat. Et c'est un outil qu'on utilise beaucoup en soirée parce qu'il permet de déconstruire un peu les idées reçues autour de parcours de 3 moments. Il y a des professionnels qui vont intervenir pour expliquer un peu les idées reçues qu'on pourrait trouver, et ce format-là nous permet ensuite de partir sur un débat et de déconstruire et de repartir sur une bonne base avec les professionnels de santé. Donc ça, c'est un exercice qu'on fait assez régulièrement. Donc c'est toujours à la demande des établissements, on essaie de les solliciter. Donc là, récemment, ça a été fait du côté de Rouen et c'était mené par la mairie.
Donc il y a ce genre d'atelier. Là, on a une autre action qui va bientôt arriver. Donc on a fait la première édition l'année dernière. Donc c'était ce qu'on appelait l'action doudou, un doudou pour la vie. Et ce doudou, c'est un doudou qui est confectionné à la main par des bénévoles. Et on offre ces doudous pour la journée nationale du syndrome du bébé secoué, le 5 avril. Et ces doudous, c'est ce qu'on appelle un brise-glace qui permettent aux équipes professionnelles de venir avoir un temps d'échange autour de la violence du bébé secoué. Et on offre donc un outil qui s'appelle le violentomètre et 2 cartes mentales qui parlent de la thématique. Donc ça, c'est offert aux parents? C'est offert aux parents, oui. Un doudou pour le bébé. Un doudou pour le bébé et des outils pour les parents. Voilà. On va en continuer à en parler en 3e partie. Oui, pas de souci. Nous sommes de retour dans Ça vient du cœur sur Happiness et aujourd'hui je reçois Manuel qui vient nous parler de l'association AVI, Action contre les violences infantiles, une association donc qui a pour but de promouvoir les droits des jeunes enfants. Et on était en train de discuter donc des actions qui étaient menées et on parlait des doudous. Exactement. Des doudous et du violentomètre. Tout à fait. Donc, ce que je vous disais, c'est que cette action, donc on l'a mise en place l'année dernière sur 3 établissements. Donc, un qui est sur Amiens, l'établissement Pochet, et un sur Paris et un sur Lyon. Et on a offert donc sur le 5 avril un kit qui comprenait un doudou pour le bébé. Ce doudou fait main avec des matières nobles. Il est fait au crochet. Fait au crochet. Ouais. Voilà, donc il y a des photos sur notre site, allez voir, ils sont vraiment à craquant. Et du coup, pour les parents, on offre un outil et c'est aussi l'occasion pour nous de sensibiliser les professionnels. Donc en amont, on voit les professionnels de santé, on reparle de la violence du bébé secoué. On a fait un petit livret avec comment aborder pour ne pas avoir cette sensation d'accuser en fait. Et vraiment d'avoir un message de prévention et d'information auprès des parents. Voilà, il faut qu'on arrive à parler du sujet, notre objectif. Il faut qu'on arrive à parler du sujet comme si on parlait de n'importe quoi. Même si c'est pas forcément un sujet qui fait... Enfin voilà, c'est pas joyeux comme sujet. Non, ça c'est sûr, mais de toute façon, ça fait partie de ce qui se passe dans la réalité. Et en effet, si on peut éviter tout ça, je pense qu'il faut mettre tout ce qui est en place pour pouvoir l'éviter. Comment il est fait ce violentomètre ? Alors ce violentomètre, il a été co-construit avec le collectif des infirmières puéricultrices. L'idée de ce violentomètre, c'est comme un peu le violentomètre qui avait été fait pour les femmes dans le cadre des féminicides. C'est de s'inspirer sur un peu des échelles et l'objectif, c'est que les personnes puissent s'auto-évaluer. L'idée n'est pas de juger la personne qu'on est en train de voir, mais qu'on puisse outiller la personne, qu'elle voit, et qu'elle puisse se dire là, je sens que je suis en colère, j'ai quelque chose qui me dit que voilà, je commence à avoir des émotions un peu trop fortes. Et aux personnes de se dire, d'avoir conscience de cette émotion et de trouver la solution pour redescendre. C'est ce qu'on expliquait. Chacun a sa méthode. Le tout, c'est d'avoir conscience que ce type de rapport avec un enfant n'est pas forcément bénéfique. Alors pourquoi on en parle dans la violence du bébé secoué ? C'est que on constate souvent qu'avant d'en arriver à la violence qui est mortelle, qui peut être mortelle quand on parle du bébé secoué, il peut y avoir des phases avant en fait. Donc on peut monter, on redescend, enfin on est tous humains, on peut pas dire qu'on a des émotions qui sont à plat tout le temps. Donc on est sujet à beaucoup de variations sur les émotions et à nous de savoir s'auto-évaluer. Voilà donc comment il est construit. Et du coup, on essaie de mettre des situations, des phrases qui doivent nous donner un peu le signal d'alerte. Je suis en train de franchir des caps, des leviers. Enfin voilà, il faut que je redescende. Voilà. Ok.
En parlant de ça, d'ailleurs, sur le site internet de l'association, il y a une vidéo où justement, moi je l'ai regardée, et parce que c'est un micro-trottoir en fait, où vous donnez un poupon à un passant lambda et vous lui dites allez, secouez l'enfant pour savoir jusqu'où quel est le geste, quel est le geste qui provoque en fait le bébé secoué. Et en fait, les gens n'osent pas au début. C'est assez. On se rend pas compte de cet acte vraiment violent, parce que c'est vraiment fort. C'est un acte fort. Alors, nous, on met toujours faut qu'on y aille avec beaucoup de réserve sur le sujet. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le bébé secoué, c'est lorsque la tête, elle va être totalement décoordonnée du corps. Et ce qui est grave, et qui peut vraiment provoquer de grosses lésions, c'est l'intensité, donc la force, la vitesse, la répétition, et le fait que ça fasse comme un coup de fouet. On parle en français, on parle de bébé secoué. En anglais, ils vont parler de coup de fouet. Mmh. Donc, c'est quelque chose qui explique un peu plus le geste. Ce qui était intéressant sur cette expérience sociale, c'était déjà de voir qu'il y a des personnes qui pensent savoir ce qu'est le geste. Mais oui, c'est ça, en fait. Et en fait, non. Et du coup, ils vont se rendre compte que non, en fait. Donc, c'est pas le fait de se balader avec une poussette sur un chemin cabossé, c'est pas le fait de... Alors, on le recommande pas, mais le jeu de l'avion où on va accompagner et la tête va rester dans l'alignement du corps. Donc, c'est pas ce genre de geste dont on parle, c'est vraiment le fait d'avoir la tête qui reste devant alors que le corps est derrière et vice-versa, en fait. Et on se rend compte aussi sur la vidéo qu'il y a des réactions un peu naturelles, un peu un peu de rejet en fait, de cette situation où on peut même pas regarder. En fait, pour l'exercice, ils essayent de faire clignoter les diodes et ils se rendent compte qu'ils peuvent même pas regarder le geste parce que c'est quelque chose qui est pas anodin. Et c'est un geste aussi qui est rarement... Alors, on n'a pas de connaissance de cas, donc je préfère dire rarement parce qu'on ne sait jamais, mais il n'y a pas de témoin. C'est un geste qui se passe dans le huis clos. Oui, c'est ce que je voulais justement en parler. Justement. Ça se passe toujours... voilà. Voilà, donc il n'y a pas témoin de cette violence. Donc, et ce qui met aussi un peu à mal le fait de ce qu'on entend souvent, le parent ou la personne qui s'en occupait a pété un plomb. Bizarrement, elle pète jamais un plomb quand il y a un témoin. Alors que quand on pète un plomb, quand il y a quelqu'un qui vous fait une queue de poisson ou autre chose, quand on s'énerve, enfin je veux dire, quand on a à s'énerver, on s'énerve. Peu importe qu'il y ait du monde ou pas. Donc on sait que le geste n'est pas bien parce qu'on va attendre d'être entre quatre yeux avec le bébé pour produire ce geste. Une des choses aussi qu'on constate aussi, c'est que ça intervient souvent dans les premiers moments de garde seul avec l'enfant. Donc, qu'est-ce qu'on appelle les premiers moments de garde ? Donc, si on rappelle un peu les chiffres, en moyenne, donc ça reste en moyenne, la maman qui est la personne qui passe le plus de temps avec le bébé, qui est certainement la personne la plus fatiguée au monde, voilà, les premiers mois, on va la retrouver un peu coupable dans 10% des cas. Donc un cas sur 10, c'est la maman. D'accord. Et le reste, on va retrouver souvent le papa ou le coparent à hauteur de 7 fois sur 10. Et beaucoup, les tierces... Exactement, c'est beaucoup. Et on va retrouver les tierces personnes en 20%. Voilà. Donc selon les régions, selon les modes de garde et tout ça, ça peut varier un peu d'une région, mais c'est les statistiques qui sont un peu mentionnées sur le site de la HAS. D'accord. Voilà, donc on se rend compte que c'est pas forcément celles qui sont les plus fatiguées et généralement ça intervient lors des premiers moments de garde seul avec l'enfant.
Donc au départ, j'ai confié mon enfant à mon conjoint, je pars, ils se sont dépassés ou autre chose, il veut pas. On ne sait pas ce qui se passe, pourquoi il passe sur cette violence. Peut-être qu'il ne voulait pas s'en occuper. Mais voilà, c'est lors des premiers moments de garde. Oui, j'ai vu qu'il y avait très peu de cas en garde collective, en fait, en crèche et tout ça. Voilà. Exactement. Donc ça fait partie des... Parce qu'il y a d'autres personnes autour, justement, c'est ce qu'on venait de dire. Voilà. Et du coup, ça limite. Ça limite, exactement. Et donc, ça arrive quand même ? T'as connaissance de cas ou... Le fait est, c'est qu'on constate quand même que dans les établissements collectifs, il y a des incidents. On a tous en mémoire ce qui est arrivé à Lyon avec ce bébé qui a été tué avec le Dextop. Voilà, donc ça existe. Dire que ça n'existe pas, voilà. Par contre, c'est rarement en présence d'un témoin. On n'a pas de témoin qui vient de dire je l'ai vu secouer, il a fait ça, et c'est rarement le cas. Ensuite, j'ai vu aussi que vous aviez un gros projet, c'était de créer un observatoire des maltraitances infantiles. C'est ça ? Exactement. Donc, globalement, aujourd'hui, les chiffres qu'on donne sont des estimations qui sont basées sur le nombre de bébés par région et le nombre un peu de cas d'hospitalisation, mais on n'arrive pas à voir c'est pas beau à dire, mais un comptage précis et limite en temps réel pour avoir les périodes où il y a plus de cas de bébés secoués, parce que c'est pas équivalent, c'est pas 3 par mois et puis voilà, il y a des moments, il y a des pics. Et donc avec cet observatoire, l'idée c'est de donner un peu plus de profondeur et quand on veut mettre en place des actions aussi de prévention, si on veut mesurer la qualité ou la pertinence de l'action, il faut qu'on ait des indicateurs un peu plus précis en fait. Donc l'observatoire a cette vocation-là. Mettre en place le fait de pouvoir recenser de manière un peu fidèle. Et ce qui peut nous intéresser aussi, c'est la trajectoire des enfants du bébé secoué. Globalement, aujourd'hui, on peut dire que les bébés, on arrive à les suivre pendant 5 ans, et au bout de 5 ans, on ne sait pas trop ce qu'ils deviennent. D'accord. C'est à peu près la durée normale de suivi par l'établissement qui l'a pris en charge, et après, ils disparaissent un peu des radars. On va continuer après la dernière pause musicale. Nous revoici dans Ça vient du cœur sur Happiness. Aujourd'hui, nous recevons Manuel qui vient nous parler de l'association AVI, Action contre les violences infantiles. Et on était en train de parler donc d'une chose que l'association... Si tu me permets, Isa, oui. je me permets de te couper. Vas-y. J'ai reçu un petit message d'une amie qui nous écoute, d'une amie commune qui nous écoute, et qui salue justement ton courage, Manuel, pour affronter tout ça. Et voilà, donc une petite dédicace reçue entre deux. Merci beaucoup. Voilà. Donc on était en train de parler de l'observatoire des maltraitances infantiles que l'association aimerait donc mettre en place. Donc tu as expliqué un petit peu les buts. Est-ce que tu as besoin est-ce que vous avez besoin de choses justement pour le mettre en place, cet observatoire ? Alors sur l'observatoire, les enjeux, donc il va falloir mettre en place une structure. Et il faudra des financements qui seront plus importants. Donc ça fait partie de notre projet un peu de fond. Et pour le moment, on continue. Enfin, on collecte déjà un peu les articles et tout ce qui est un peu autour. Et on essaie d'établir des liens avec les différents établissements de santé. Donc là, c'est un peu officieux dans la manière de le faire vivre. Mais on sait que ça va nous prendre un peu de temps. Ça, c'est l'objectif qu'on veut se mettre. Alors... est-ce qu'on y arrivera dans l'année ? Voilà. On sait que ça reste compliqué. Et là, aujourd'hui, ce qu'on voudrait promouvoir, c'est par exemple les cercles de parents. Donc, c'est une des actions qui s'exécute un peu dans quelques régions en France. Et c'est
qu'on passe aussi un peu par priorité. Donc, les cercles de parents, c'est-à-dire que les parents se retrouvent ensemble, c'est ça, pour échanger? Exactement, partager leur accompagné expérience, d'une puéricultrice qui est aussi là pour aider. Et c'est une des choses qui est aussi évoquée dans le film dont je vous parlais tout à l'heure, de Anne Palmowski. Il y avait les groupes de papas qui étaient présentés, et donc souvent on a aussi des parents qui vont avoir ou qui ont eu. Et ça permet un peu de parler des enjeux de la parentalité ou les difficultés en fait. Voilà, comment aborder ou comment. J'imagine que ça permet aux personnes autour d'un professionnel aussi, donc d'échanger entre eux, mais aussi d'être guidés si besoin par un professionnel de santé. Voilà. Donc, si je reviens sur l'observatoire, ça c'est vraiment un des projets qu'on voudrait réussir à mettre en place, et on a conscience qu'il nous faudra quand même du temps. Du temps, oui. Et des moyens. Et des moyens, et ça passera certainement par le recrutement de personnes, donc ça nécessite des budgets, quoi. Justement, on va en parler, des sous. Oui, parce que c'est toujours le nerf de la guerre pour les associations. Vous avez des subventions, des choses comme ça pour pouvoir financer? Alors aujourd'hui, on a fait nous des appels aux dons, donc on faisait la course des héros qui était un levier pour obtenir de l'argent. Donc on arrive de temps en temps, on va voir des dons par des entreprises, parce que ça fait partie de leur projet de s'engager sur certaines causes. Donc on est beaucoup sur des entreprises qui sont sur du sociétal aussi, donc qui s'engagent sur des causes. Voilà, donc là aujourd'hui nos deux sources, on va dire, de revenus, c'est soit des dons personnels ou soit des dons d'entreprises, voilà. Donc de collectivités. Il faudrait qu'on arrive à développer un peu plus le volet subvention, notamment parce que quand on intervient dans une association, enfin dans un établissement de santé, il faut prendre en charge les déplacements, il faut prendre en charge un peu le matériel, voilà, tout ça coûte un peu d'argent. Et du coup aujourd'hui, de temps en temps, les établissements ont l'enveloppe, ou sinon il faut attendre qu'elles aient les moyens pour pouvoir nous solliciter. Ben oui. Donc du coup, pour l'instant, pas de subvention. Pour le moment, on n'a pas levé de subvention. Bien. Donc c'est une des choses qu'on devra faire. Ok. Vous êtes combien d'adhérents à l'association ? Alors, au niveau du bureau, on est 4 fondateurs, et on a un administrateur qui est élu pour 1 an en ad hoc, et on est une trentaine de bienfaiteurs dans l'association. D'accord. Voilà, donc avec des investissements qui vont être différents en fonction des disponibilités de chacun. Et donc c'est forcément des personnes qui ont des enfants qui ont été maltraités, ou pas du tout ? Alors la particularité, c'est qu'on n'est pas forcément une association de parents victimes. D'accord. Et on voulait aussi positionner notre association pas que sur le volet un peu posthume de ce qui s'est passé. Ce qui est important, c'est d'agir, et on a des profils très très différents. Donc on a des parents de victimes, on a des personnes qui sont sensibilisées sans être professionnels de santé, on a des puéricultrices, on a des avocats, on a des responsables de crèche. Enfin, on a des profils très très variés. Okay. Et c'est cette richesse qui fait que on arrive à agir sur pas mal de choses. Là, on a une bénévole qui est arrivée au niveau du groupe Doudou, c'est une crocheteuse. Et elle pilote ça avec... c'est toujours bien d'avoir des relais, parce que ça nous permet de se concentrer sur d'autres choses. Donc voilà. C'est pas vraiment que des parents de victimes. C'est ça qui est bien aussi, du coup. Tout à fait. Pour vous contacter, alors, on a un site internet. Ouais, sur le site internet, il y a un formulaire de contact. Donc on a un site internet, donc contact@associationavie.fr. Sinon, page Facebook, les réseaux sociaux. On est beaucoup sur les réseaux sociaux, donc sur LinkedIn, Facebook, Insta. Voilà. Donc après, je suis pas le. C'est pas toi qui fais la communication. Alors non, pas sur les réseaux sociaux. Voilà. Et puis on peut peut-être rappeler les numéros d'urgence. Tout à fait. En cas de violence infantile. Il y a le 15 ou le 112 pour ce qui concerne l'Europe. Oui, tout à fait. Et puis il y a le 119
où là on signale les enfants qui sont réellement en danger. Ouais. Donc ça c'est un peu général. Oui. Et puis si on veut vous retrouver vous, donc c'est sur le site internet ou sur les réseaux sociaux. Exactement. Parfait. Eh bien Manuel, je te remercie beaucoup. Merci Isabelle. Merci pour ton témoignage. Merci pour ton courage d'avoir surmonté tout ça. Oui, il y a des sujets qui sont toujours un peu touchy. Voilà. Oui, mais merci de l'avoir fait pour nous, pour les auditeurs. Et puis j'espère que ça aidera certaines personnes qui nous ont écoutés. Et puis je te souhaite une très belle soirée. Merci. On va laisser la place à nos prochains collègues. Oui, merci beaucoup. Merci, et merci beaucoup Isa, merci beaucoup Manuel pour ce témoignage très poignant. Effectivement, on va laisser la place à nos amis de Quoi de Neuf Amiens qui vont recevoir vraiment tout autre sujet. Ils vont parler de l'Amiens Tattoo Festival. Oui. Ça n'a rien à voir. Oui. On a fait une petite erreur là pour l'annonce de la précédente musique là, à 17h45. Donc c'était Clémentine que vous avez entendue. Et erreur corrigée, Mojo Lady, c'est juste après. Et on vous dit donc à la semaine prochaine, même heure, même endroit, haute association. Et bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée.